Bien qu'elle représente environ 71% de la surface de la Terre, nous n'avons exploré que 5% de la mer. Ce qui signifie que la majeure partie reste encore inconnue, ses mystères intacts et son existence même mal comprise. Mais chaque jour, des centaines de personnes voguent sur la mer, que ce soit pour le travail, la détente ou l'aventure. Et bien que beaucoup des mystères de l'océan se trouvent sous la surface, certains des plus fascinants se trouvent au-dessus, sous forme d'énigmes, des affaires non résolues qui attendent toujours d'être élucidées. Rejoignez-nous pour la vidéo d'aujourd'hui, alors que nous explorons 3 affaires de navigation mystérieuses et non résolues. Bastianada. Le 9 juillet 1975, Bajanada, un artiste conceptuel, performeur et photographe néerlandais de 33 ans, est parti du Cap Cod, dans le Massachusetts, à bord d'un petit voilier modifié de 13 pieds nommé Ocean Wave. Bajan avait pour objectif de traverser l'Atlantique Nord en solitaire d'ouest en est. S'il réussissait, son bateau serait le plus petit à traverser l'Atlantique. Il pensait que le voyage, qu'il préparait minutieusement depuis des mois, lui prendrait environ 2 mois et demi. Il comptait atteindre Falmouth en Angleterre, puis se rendre aux Pays-Bas pour exposer son travail. Non seulement il voulait réaliser un objectif de navigation, mais son voyage ferait aussi partie d'un projet artistique sur lequel il travaillait, qu'il a nommé « À la recherche du miraculeux » en référence à un livre du même nom de P.D. Ouspensky. Son épouse Mary Sue Anderson Adair, dans un article écrit pour le Brooklyn Rail, en 2022 s'en est souvenu. Barcegin, un marin enthousiaste, avait autrefois navigué du Maroc à la Californie avec le propriétaire d'un 45 pieds âgé de 70 ans. Les 2 hommes avaient enduré un ouragan, 2 mâts cassés, une panne de moteur et l'absence de radio ou d'équipement de navigation. Leur histoire extraordinaire de survie a été prouvée lorsque la marine américaine a remorqué le Ketch sans mât jusqu'au port de San Diego. Avant qu'il ne s'embarque dans ce nouveau voyage, Mary Sue se souvenait avoir eu peur, disant à Bajan que c'était trop dangereux. « Je ne veux pas te perdre. » Il lui a répondu que tu es coincé avec moi pour les 50 prochaines années. « Aucun océan ne peut se mettre en travers de notre chemin, » écrivait-elle. En 2022, la mer était ma seule rivale. Il me faisait confiance, et il faisait confiance à l'océan. Il ne lui ferait jamais de mal. Mary Sue a attendu que son mari rentre à la maison, mais il n'est jamais revenu. Le 18 avril 1976, à environ 150 milles nautiques au sud-ouest des côtes irlandaises, l'équipe était de service. Un chalutier espagnol est tombé sur un petit voilier, dérivant sans but à la surface de la mer. Sa proue était submergée alors qu'il dérivait verticalement. L'équipage du chalutier a ensuite hissé l'embarcation à bord et fouillé sa cabine, y trouvant des conserves, du matériel de navigation et plusieurs pièces d'identité. Le bateau était l'Ocean Wave et appartenait à Bajan. Des balanes, Ada, accrochées à la coque du bateau, indiquaient que l'embarcation dérivait depuis environ 6 mois. Aucune trace de Bajan, ni de sa caméra et de ses carnets emportés pour documenter le voyage, n'a été retrouvée. Mary Sue reçut bientôt des nouvelles d'Interpol, qui lui demanda si elle était l'épouse de Bas Janada. Ses coordonnées figuraient parmi les papiers restés sur l'Ocean Wave. Quand on lui annonça que l'embarcation avait été retrouvée, Mary Sue se souvint avoir écouté distraitement et demandé des détails. Il y avait un grand trou dans la paroi arrière de la cabine, à laquelle les lignes de sécurité de Bajan auraient été attachées, et le gréement manquait. Peu après, Mary est partie en Espagne avec le frère de son mari, Eric. L'ambassade des Pays-Bas a indiqué que la vague océanique avait disparu. Elle avait été volée dans le chantier naval appartenant au capitaine du chalutier, le frère de Bajan, Eric, lui-même un marin accompli, a suggéré que le trou dans le bateau les sépare. Le retrait de la paroi à laquelle la ligne de vie de Bajan aurait été attachée était probablement dû au fait que le point fixe a été arraché lorsque Bajan est tombé par-dessus bord par mauvais temps. Eric est arrivé à cette conclusion après avoir interrogé des personnes en Espagne qui ont vu Ocean Wave avant sa disparition.
Pourtant, à ce jour, il n'est toujours pas clair ce qu'il est advenu de Bajan. L'Ocean Wave n'a jamais été retrouvé. Centre d'action sociale 2. Le 15 avril 2007, le Centre d'action sociale 2, un catamaran de 32 pieds, a quitté Early Beach avec 3 hommes à bord, tous résidents de Perth, en Australie occidentale. Les hommes comprenaient Derek Bayton, âgé de 56 ans, Peter Tunstead, âgé de 69 ans, et James Tunstead, âgé de 63 ans. Alors que la plupart des hommes étaient des marins assez inexpérimentés, Derek avait suivi un cours de voile et avait voyagé plusieurs fois sur le centre d'action sociale, 2 avant le 15 avril. Ce jour-là, les hommes prévoyaient d'aller à Townsville, Queensland, mais décidèrent de naviguer le CAZ 2 autour du nord de l'Australie jusqu'en Australie occidentale. Durant 2 jours, tout était normal. Les ennuis n'ont semblé commencer que le 18 avril, lorsqu'un hélicoptère a repéré le bateau à la dérive près de la grande barrière de corail et a signalé le centre d'action sociale, 2 en détresse. 2 jours plus tard, les autorités ont rattrapé le bateau et ont découvert qu'il n'y avait personne à bord. Un employé du bureau de gestion des urgences du Queensland a indiqué que ce qu'ils ont découvert était étrange, bien que tout semblait normal. Il n'y avait simplement aucun signe d'équipage. Le bureau de gestion des urgences du Queensland a ensuite noté que le bateau était en bon état. De plus, de la nourriture et de la vaisselle avaient été disposés. Un ordinateur portable était allumé et posé sans être dérangé sur une surface. Le moteur du bateau tournait toujours et la radio ainsi que le système de positionnement global étaient tous deux en parfait état de fonctionnement. Même les gilets de sauvetage étaient toujours en place, intacts, et l'ancre du centre d'action sociale 2 était relevée. Le seul signe évident d'un incident était les voiles du bateau déchiquetées. Bien qu'il n'y ait pas de radeau de sauvetage à bord, il n'est pas clair s'il y en avait un avant que les hommes ne partent. Le bateau a été repéré le même jour par un pilote d'hélicoptère lançant les recherches et sauvetages. Un avion de la marine a aidé dans les recherches, tout comme le service de sauvetage maritime bénévole de Bowen. La nuit, un avion équipé de capacités infrarouges a été dépêché, et le lendemain, une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a été lancée. Malgré les efforts des autorités, aucune trace des hommes n'a été trouvée. Les experts ont noté qu'il serait très improbable que les membres de l'équipage du Centre d'action sociale 2 soient encore en vie, étant donné le temps écoulé depuis leur chute dans l'eau. Le 21 avril, les recherches ont été abandonnées. Une expertise médico-légale du Centre d'action sociale 2 a rapidement été réalisée, mais aucune preuve n'a jamais été trouvée qui indiquerait une intervention malveillante ou l'implication d'un tiers. Dans un conteneur scellé sous le lit de Derek et Bayton, ils ont découvert une arme à feu et des munitions, dont rien ne semblait manquer. Le système de positionnement global du bateau a révélé que, le 15 avril, le Centre d'action sociale 2 avait été dirigé vers le nord-est, dans une zone où la mer agitée et les vents violents se renforçaient. Et plus tard dans la journée, le bateau dérivait. Début août 2008, une enquête sur la disparition a été menée, dirigée par le coroner de l'État du Queensland, Michael Barnes. 27 témoins ont témoigné et 107 pièces à conviction ont été soumises. L'épouse de Derek, Jennifer, a souligné que son mari privilégiait toujours la sécurité. Derek avait de l'expérience en navigation et fréquentait les bateaux depuis 25 ans. Il avait suivi plusieurs cours de navigation au fil des années, y compris un peu avant le départ du Centre d'action sociale. 2 et il possédait une qualification en radio maritime. Elle et Derek voyageaient chaque été sur divers bateaux à moteur et avaient utilisé le Centre d'action sociale, 2 plusieurs fois avant le départ de Derek avec ses amis. Les hommes ont méticuleusement planifié le voyage pendant des mois, se donnant 6 à 8 semaines pour revenir à Fremantle, en précisant qu'ils ne voulaient pas naviguer de nuit pour des raisons de sécurité. L'enquête a aussi entendu l'ex-propriétaire du CAZ-2 affirmant que le bateau fonctionnait bien, et il avait aidé Derek, James et Peter à planifier leur itinéraire. 2 jours avant que l'hélicoptère ne repère le centre d'action sociale, 2 à la dérive, un capitaine de pêche se rappelle avoir vu un yacht blanc, similaire au centre d'action sociale, 2 avec une voile déchirée dérivant dans un passage étroit, près de Bowen. Gavin Howland, le capitaine, se rappelle s'être approché à moins de 50 mètres du bateau sans voir personne à bord. Bien qu'il ait trouvé cela étrange, il a reconnu ne pas avoir contacté les autorités car il n'y a pas pensé. L'équipage pourrait être en détresse. Le coroner de l'État du Queensland, Michael Barnes, a écrit qu'il ne peut pas être aussi catégorique quant aux circonstances dans lesquelles les décès sont survenus. Mais il a proposé une théorie sur ce qui est arrivé aux membres d'équipage du Centre d'action sociale. Le 15 avril,
2007. Il a suggéré que puisque un leurre de pêche a été trouvé emmêlé dans le caoutchouc bâbord et une vidéo du bateau montrait Pierre pêchant, puis tentant de libérer le leurre avant de tomber à l'eau. Jacques a alors sauté à l'eau après lui car il n'a pas pu remonter à bord, laissant Derek toujours sur le navire. Derek a affalé les voiles pour faire demi-tour et rejoindre ses amis. Les mouvements du navire ou le vent ont pu déplacer la baume, faisant tomber Derek par-dessus bord. En quelques secondes, le bateau serait hors de portée et, sans gilet de sauvetage, les hommes auraient difficilement survécu dans la mer agitée. D'autres théories ont néanmoins été proposées au fil des années. Les autorités de Townsville ont constaté que la météo s'est dégradée après le départ du centre d'action sociale. 2. La mer était agitée et les vents étaient violents. Cela a conduit à certaines spéculations selon lesquelles les 3 hommes seraient en passé par-dessus bord à cause des mauvaises conditions. Mais les proches des hommes ont contesté cette idée, en notant que leurs lignes de pêche et leur linge étaient étendus lorsque le bateau a été retrouvé et que leurs gilets de sauvetage étaient toujours rangés. Ce qui suggère que quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas quelque chose pour lequel ils étaient préparés. De plus, les objets trouvés à l'intérieur du bateau ne portaient pas de traces de mauvais temps. Tout à l'intérieur était soigneusement rangé et n'avait pas été déplacé par la mer agitée. Il a également été avancé comme théorie que les hommes, de leur plein gré ou non, seraient montés à bord d'un autre bateau. Cela s'explique par le fait que le CAZ-2 a été découvert avec ses pare-battages sortis, ce qui suggère qu'il aurait pu accoster un autre navire. Cependant, les enquêteurs de Townsville ont observé que les petits bateaux laissaient souvent leur pare-battage sorti, donc ce détail n'était pas concluant. D'autres théories dans cette affaire incluent un système de positionnement global défectueux qui les aurait égarés, le centre d'action sociale de s'étant échoué sur un banc de sable près de George Point, où leur dernier message radio a été émis, ou encore une vague anormale les ayant projetés par-dessus bord. Ou même que les hommes auraient simulé leur propre disparition à des fins d'assurance. Il convient de noter que cette dernière théorie n'est étayée par aucune preuve, cependant, ce qui est exactement arrivé à l'équipage du centre d'action sociale 2 reste un mystère à ce jour. Depuis les événements du 15 avril 2007, le bateau a été surnommé le Yacht Fantôme et le Mary Céleste des temps modernes. DONALD-CRO-QRST. Le 31 octobre 1968, Donald Crowhurst, âgé de 36 ans, est parti de Tynemouth, en Angleterre, pour commencer son voyage dans le cadre de la Golden Globe Race. L'événement était une course de voile autour du monde, sans escale et en solitaire, la première du genre. Parrainée par le journal britannique The Sunday Times, la course était ouverte à tous. Le niveau de compétence n'était pas un problème, contrairement à d'autres courses et événements de voile de l'époque qui demandaient aux participants de prouver leur capacité avant l'inscription. Le vainqueur recevrait un trophée et 5 000 livres sterling, l'équivalent d'environ 108 000 livres aujourd'hui. Au moment de son départ, Donald était père de 4 enfants, homme d'affaires, membre du conseil municipal de Bridgewater et marin amateur. Le bateau qu'il a construit pour la course Golden Globe s'appelait le Tynemouth Electron, un trimarane modifié de 40 pieds, et il a hypothéqué à nouveau sa maison pour aider à payer les coûts de sa construction. Il paraît que ce type de bateau n'était pas couramment utilisé pour le genre de long voyage qu'il allait entreprendre, et il n'était pas clair à quel point il conviendrait à Donald. À l'époque, les trimarans pouvaient devenir lents s'ils étaient surchargés, et avaient du mal à naviguer près du vent. Avant de débarquer, Donald a tenté de mettre en place des dispositifs de sécurité pour assurer sa victoire, ou du moins sa survie. Il espérait prouver l'utilité de ses inventions en finissant la course et prévoyait de les fabriquer et vendre à son retour en Angleterre. Cependant, il n'avait qu'une courte période de temps pour construire le bateau, obtenir des financements et des sponsors pour la course et terminer l'équipement. En conséquence, la plupart de ces mesures de sécurité sont restées inachevées. Bien qu'il ait prévu de les terminer en cours de route, il ne l'a jamais fait. Un marin expérimenté qui a passé quelques jours avec Donald avant son départ a noté que le Tynemouth Electron naviguait rapidement mais ne pouvait pas s'approcher du vent à moins de 60 degrés ou... De plus, les vibrations causées par la vitesse faisaient que les vis du système de pilotage automatique de Donald se desserraient, ce qui obligeait constamment les 2 hommes à les réparer. Juste après le départ de Donald le 31 octobre, il a eu des problèmes. Le bateau a pris l'eau. Il a perdu des vis qu'il devait souvent réparer et sans pièces de rechange à bord, il a dû cannibaliser d'autres parties du bateau pour les remplacer.
puis son générateur est tombé en panne. Au fil des semaines, ses progrès en course ont été bien moindres que prévu, principalement à cause d'un manque de vitesse. Il a vite commencé à inventer ses positions lors de ses rapports radio, restant souvent vague sur sa localisation. Alors qu'il devait être dans l'océan austral, il serait allé dans l'Atlantique et se serait arrêté en Amérique du Sud pour réparer son bateau. Une violation des règles de l'événement. En décembre, beaucoup pensaient qu'il serait le vainqueur de la course en raison de ses faux rapports et du fait que de nombreux concurrents avaient déjà abandonné. 2 mois plus tard, un concurrent abandonna et un autre fut le premier à finir la course. Cela mena Donald et un autre concurrent, Nigel Tetley, tous deux en lice pour la 2e place, du moins selon les rapports de Donald. En réalité, il n'était pas du tout proche de Nigel qui était bien loin devant lui. Malgré tout, Nigel était poussé par son désir de décrocher la 2e place. Et il a poussé sa frêle embarcation de plus en plus loin avant de devoir finalement abandonner le navire le 30 mai 1969. Certains spéculent que Donald ressentait maintenant la pression de la course. Même s'il avait accompli le tour du monde le plus rapide, des marins expérimentés examineraient attentivement ses journaux et démasqueraient ses faux rapports. Ces dernières nouvelles datent du 29 juin et son dernier journal de bord du 1er juillet. Son bateau, le Teignmouth Electron, a été retrouvé vide le 10 juillet. On suppose qu'aux alentours du 1er juillet, Donald Crowhurst est tombé ou a sauté par-dessus bord et s'est noyé. Le bateau lui-même n'indiquait pas ce qui avait pu lui arriver. Il ne montrait aucun signe d'accident ni de vague scélérate qui aurait pu le faire passer par-dessus bord. Beaucoup, y compris les biographes de Donald, ont conclu que Donald s'est donné la mort après avoir subi une sorte de dépression nerveuse provoquée par le stress de la course. Ils ont supposé qu'il pensait avoir 2 choix, finir la course en imposteur ou vivre coupable à jamais. Ou perdre sa maison, faire face à la ruine financière et à l'humiliation publique en avouant ses mensonges. Les biographes Nicolas Tomalin et Ron Hall ont suggéré que Donald avait sombré dans une paranoïa classique, un trouble psychotique dans lequel des idées délirantes sont construites en une structure complexe et élaborée. Les écrits dans les dernières semaines de ses journaux de bord ont été remarqués comme étant de plus en plus erratiques et irrationnels. Pendant ce temps, un psychologue clinicien nommé Jeff Powter a émis l'hypothèse que Donald souffrait d'un trouble bipolaire non diagnostiqué. Cela aurait pu expliquer les fortes sautes d'humeur notées dans ses derniers journaux, alternant phases maniaques et dépressives. Le 24 juin, Donald a commencé à écrire dans un nouveau journal de bord qu'il a intitulé « Philosophie intérieure ». C'était un manifeste de 25 000 mots qui décrivait comment toute l'humanité pouvait atteindre un état évolutif avancé. Il l'a appelé un être cosmique de seconde génération. Le journal de bord était rempli de divagations incohérentes. Mais il a écrit que la vie était un jeu supervisé par des êtres cosmiques, Dieu et le diable, qui fixaient les règles selon lesquelles le jeu se jouait. Il a écrit que l'homme pourrait devenir un être cosmique de seconde génération pour fixer lui-même les règles du jeu. Ces dernières entrées, datées du 1er juillet, incluent des écrits tels que 102 340, ne voient aucun but dans le jeu. 1029. Maintenant, la véritable nature, le but et la puissance du jeu sont révélés. Offense, je suis ce que je suis, et je vois la nature de mon offense. C'est accompli, c'est la miséricorde. Beaucoup de ceux qui lisent ces journaux croient que Donald avait trouvé la paix avec lui-même et sa situation en décidant de mettre fin à ses jours. Bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, c'est la théorie la plus répandue dans cette affaire. Cependant, on ne peut pas exclure que Donald ait simulé sa mort ou qu'il ait eu un accident. Les 2 théories ont également été avancées au fil des années. Simon Crowhurst, l'un des fils de Donald, le pensait aussi. Une partie de l'attrait de l'histoire de son père, qui a depuis inspiré des pièces de théâtre, des films, des livres et même un opéra, réside dans le fait qu'il était un homme seul affrontant les éléments brutaux de la mer, accompagné seulement d'une radio et de quelques journaux de bord. C'est une histoire dont les gens se souviennent et c'est une consolation. C'est une histoire qui vous dit quelque chose sur ce que cela signifie d'être humain. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine fois.